Bonjour tout le monde. Le cours d'aujourd'hui va porter sur l'un des convertisseurs statiques les plus répandus au niveau industriel. Voilà. Je vais vous mettre en situation par l'exemple suivant. Prenons l'exemple d'une installation domestique basée sur des panneaux photovoltaïques. Des panneaux photovoltaïques. Et qui vont alimenter des charges. Prenons l'exemple des charges domestiques, à savoir des lave-linges, des ampoules, des télévisions, ainsi de suite. Donc, ces charges demandent une énergie de tension U est égale à 220 volts en général, une tension alternative. Alors que notre panneau photovoltaïque délivre une tension continue, comme vous connaissez. Tension continue. Voilà. Donc, pour faire fonctionner ces charges à travers cette alimentation, on doit tout d'abord, comme vous connaissez, stocker de l'énergie du photovoltaïque dans des batteries d'accumulation. Voilà, à l'aide d'un élément qui s'appelle régulateur de charge. Vous n'êtes pas censé le connaître. Vous venez de le connaître. Donc le rôle de cet élément, c'est de réguler la charge, adapter la charge avec la batterie. Ici, on a le symbole d'une batterie. Plus et moins. Donc l'énergie est stockée dans la batterie pour assurer la continuité de service. Après, on alimente notre charge par la sortie de ce régulateur de charge. Voilà. On alimente. Donc ici, on a la tension toujours continue. La tension stockée dans la batterie est toujours continue. La batterie délivre une tension continue. Donc DC, ici c'est DC, direct current. À la sortie du régulateur, la tension est toujours, régulateur de charge, la tension est toujours continue. Voilà, alors que notre charge demande une tension de type alternatif. C'est pour cette raison qu'on doit brancher un élément ici qui va nous convertir la tension alternative continue DC en une tension alternative. Voilà, cet élément c'est l'objet de notre cours. Il s'appelle onduleur. Donc l'onduleur c'est quoi? C'est un convertisseur statique qui permet de convertir une tension continue en une tension alternative. De son nom, onduleur, ça vient du verbe onduler. C'est-à-dire générer des ondulations à partir d'une autre forme de signal. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est l'onduleur. Et plus précisément, l'onduleur autonome. Pourquoi autonome? Un onduleur autonome. Donc un onduleur autonome est un onduleur qui
Un onduleur autonome, c'est un onduleur qui impose sa propre fréquence à la charge. Donc la fréquence, l'onduleur autonome, c'est l'onduleur qui impose sa propre fréquence à la charge. C'est-à-dire si la charge demande 50 Hz, c'est l'onduleur qui impose cette fréquence de 50 Hz et non pas l'inverse. Comment? C'est grâce à la commande des interrupteurs qui constitue cet onduleur. Alors, passons maintenant à la constitution d'un onduleur. Il est constitué de quoi cet onduleur? Donc, constitution. Donc, constitution de l'onduleur. C'est-à-dire comment concevoir un onduleur. On veut mettre en œuvre un onduleur. Comment ça va passer? Donc, un onduleur est branché tout d'abord entre quoi et quoi? Entre une alimentation ou bien un générateur de tension continue et une charge qui demande une tension alternative. Donc ici, on prend un générateur de tension continue, par exemple V ou bien U. Et ici, on aura une charge quelconque. Prenons l'exemple d'une charge résistive, une résistance par exemple. Et ici, donc ici c'est la charge. Ici c'est le générateur. Il demande une tension alternative. On va l'appeler US. Donc elle dit alternative. Une tension alternative. Ici une tension continue. Voici le symbole. Ici, voici le symbole. Et bon, et ici, on va mettre au milieu ce qu'on appelle l'onduleur. Donc, l'onduleur, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient tout simplement des interrupteurs. Interrupteur K1, interrupteur K1, interrupteur K2, K3 et K4. C'est ça. Voilà. Ici, c'est ce qu'on appelle l'onduleur. Ici, on aura la charge. Générateur DC. La charge AC. Et l'onduleur convertit une tension DC en une tension AC. Voilà. Donc, comme vous voyez, l'onduleur est conçu grâce à des interrupteurs. Seulement des interrupteurs. Mais ces interrupteurs sont un petit peu spéciaux. Ce ne sont pas les interrupteurs ordinaires que vous connaissez, c'est-à-dire les interrupteurs manuels, à savoir lorsqu'on appuie sur l'interrupteur, il se ferme, lorsqu'on relâche, il s'ouvre. Non, il s'agit des interrupteurs électroniques. Électroniques. C'est quoi les interrupteurs électroniques?
Donc, un interrupteur électronique. Donc, interrupteur électronique, c'est quoi? Interrupteur électronique, c'est quoi? Voilà. Donc, un interrupteur électronique est équivalent soit à un élément électronique qui s'appelle transistor, vous le connaissez tous, transistor, ou bien un élément qui est plus répandu qui s'appelle le thyristor. Que ce soit le transistor ou bien le thyristor, ça va représenter notre interrupteur électronique. Voilà. Le fonctionnement de transistor en mode de commutation. C'est-à-dire, on prend l'exemple d'un transistor bipolaire. Ici, on a la base, le collecteur et l'émetteur. Entre le collecteur et l'émetteur, soit il y a un interrupteur, soit est équivalent à un interrupteur ouvert, ou bien un interrupteur est fermé. Ça dépend de quoi? Ça dépend du courant au niveau de la base du transistor. Ici, il y aura un courant qu'on appelle IB. Si IB est égal à 0, ça veut dire que entre le point C, c'est-à-dire le collecteur, et l'émetteur, il y aura l'interrupteur ouvert. Lorsque IB est supérieur à 1, c'est-à-dire il y a un courant au niveau de la base du transistor, on aura quoi? On aura entre le point C et le point E, un interrupteur fermé. C'est comme le principe du robinet. Si on fait tourner le bouton, ça va écouler, ça va laisser passer de l'eau. Sinon, il y aura interruption du débit de l'eau. Donc, voici le premier exemple de notre interrupteur électronique. Le deuxième exemple, il s'agit d'un thyristor. Donc, pour que le thyristor soit passant, on doit vérifier deux conditions, à savoir un courant au niveau de la gâchette, IG, c'est-à-dire ou bien une impulsion. Une impulsion. Et, comme vous connaissez tous que le thyristor dispose de l'anode et la cathode, A et K. Donc, pour que le thyristor soit passant, ou bien amorcé, il faut tout d'abord, la première condition, que l'anode soit supérieure, le potentiel au niveau de l'anode soit supérieur du potentiel au niveau de la cathode, c'est-à-dire la tension VAK est supérieure ou égale à 0, ainsi qu'une impulsion au niveau de la gâchette. À ce moment-là, on peut dire que le thyristor est passant ou bien est amorcé. Quand est-ce que le thyristor est bloqué? Tout d'abord, lorsqu'il n'y a pas d'impulsion. Tout d'abord, lorsqu'il n'y a pas